Éteignez vos portables. On va peut-être demander à nos amis Bonjour à photographes. tous, bienvenue ici en direct de l'hôtel Pullman à Paris. Dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à la conférence de presse de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. C'est incontestablement l'événement politique de cette journée. Après la débâcle, vous le savez, de la droite aux élections régionales, après le remaniement ministériel et après l'intervention hier du président de la République Nicolas Sarkozy. C'est donc ce matin que l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac doit annoncer la création d'un nouveau mouvement, d'un nouveau parti censé proposer une alternative à la politique de l'actuel gouvernement avec comme objectif, bien sûr, 2012, l'élection présidentielle. Dominique de Villepin. Important, solennel même, dirais-je, au lendemain des élections régionales. J'ai entendu le message des Français. Un message de défiance quand on voit que 50% des Français ont décidé de ne pas aller voter. Un message également d'exaspération quand on voit le score qui est fait par le Front national. Un message enfin de sanction quand on voit que le premier parti, le parti majoritaire, l'UMP, arrive en second des formations politiques françaises. Pour moi, c'est l'échec d'une stratégie et c'est l'échec d'une politique. C'est l'échec d'une stratégie parce que d'aucuns ont espéré, au cours des dernières années, qu'une politique vigoureuse permettrait de faire reculer le Front national. Or, nous avons vu que tel n'était pas le cas. C'est également l'échec d'une stratégie parce que le choix d'un parti unique, monolithique, au sein de la majorité, n'a pas permis de rassembler les électeurs. Des inspirations aussi diverses que la tradition démocrate chrétienne, la tradition gaulliste auquel j'appartiens, n'ont pas eu l'occasion d'exprimer la tradition qui est la leur, les convictions qui sont les leurs, la vision de l'avenir qui sont les leurs. On voit bien aujourd'hui que c'est un rétrécissement des soutiens du parti majoritaire auquel nous avons assisté. C'est également l'échec d'une politique. J'ai dit et redit tout au long des dernières années les risques qui étaient encourus par une politique de dispersion, de réformes tous azimuts, incapable de choisir ses cibles et qui, au bout du compte, était peu lisible, n'emportait pas l'adhésion des Français et n'avait pas l'efficacité escomptée. Cette politique, il faut que nous en tirions les leçons. Ma conviction, celle que je veux exprimer ce matin, c'est que nous ne pouvons pas désormais différer la réponse. Pourquoi? Eh bien, il faut revenir à ce qui est la réalité de notre pays, la réalité des Français. Les Français souffrent. Le rapport de Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, est de ce point de vue-là sans appel. Point n'est besoin de se cacher derrière de complexes statistiques. 15 millions de nos compatriotes ont des fins de mois difficiles, douloureuses, à quelques dizaines d'euros près. Je ne parle même pas
des laissés pour compte, des exclus de la République. Je parle d'une partie considérable des Français. Et cette situation de souffrance, j'ai le sentiment qu'elle est aujourd'hui partagée par tous les Français. Ceux qui ont beaucoup, et ceux qui n'ont pas partagent aujourd'hui le sentiment que les choses ne sont pas tenables. On peut bien sûr avoir le sentiment légitime d'avoir un bon emploi, d'avoir des revenus et des bons revenus. On ne peut pas, comme citoyen français, accepter de vivre dans un pays où des situations d'inégalité et d'injustice atteignent un tel niveau. Et c'est pour cela que, je vous le dis sans fard, je suis mal à l'aise dans la politique qui est menée aujourd'hui par la majorité, mal à l'aise sur le plan intérieur, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, mal à l'aise sur le plan de la politique étrangère, et nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces questions. Cette souffrance, elle est aggravée par le sentiment de n'être ni compris, ni entendu. Et je ne pense pas que les quelques éléments de réponse qui ont pu être apportés depuis les élections régionales puissent être la réponse qu'attendent les Français. Ce ne sont pas des conciliabules dans les palais nationaux, au Parlement, ce ne sont pas des aménagements techniques, ce ne sont pas des changements de personnes qui sont attendus. Aujourd'hui, la vraie question, c'est la politique qui est menée par le pouvoir en place, est-elle la bonne? Cette souffrance et cette incompréhension doivent être appréciées à l'aune d'une donnée historique. Nous devons regarder là aussi la réalité en face et dire la vérité aux Français. Nous ne sommes pas dans une situation difficile qui a vocation à devenir du jour au lendemain moins difficile par un coup de baguette magique. C'est faux. Nous sommes confrontés à une crise de longue durée, avec des conséquences économiques, sociales, culturelles pour notre pays de très grande ampleur. Au-delà de la crise économique et financière, il y a un basculement du monde qui modifie les rapports de force et de puissance et qui nous affecte très directement. C'est pourquoi je veux vous dire ce matin que la réponse que j'entends défendre, c'est un changement de politique. Seul un changement de politique permettra de placer la France et les Français dans la position d'un redressement indispensable. Changer de politique, pourquoi faire? J'ai utilisé au cours des dernières années et des derniers mois des formules qui sont aujourd'hui reprises par les uns ou par les autres, revenir aux fondamentaux. Entendons-nous sur les mots. Les mots ne sont pas de simples cautères sur des jambes de bois, les mots doivent être vivants. Oui, revenir aux sources, revenir aux fondements. Mais quel fondement et quelle source? S'il s'agit de revenir aux fondamentaux de 2007, d'une politique qui gagne, d'une politique de rupture, je crois que nous faisons fausse route. Il faut revenir aux fondements de la France. Et les fondements de la France, c'est la République.
c'est la nation, c'est l'État. Et le contresens qui a été commis en 2007, à travers la politique de rupture, c'est de penser que l'on pouvait rompre avec la France. Même si on voulait imaginer que c'était rompre avec la politique d'avant, les politiques d'avant, on ne peut pas rompre avec la France. Or, la France, c'est quoi? La France, c'est un pacte social et républicain qui a été solennellement signé au lendemain de la guerre, inscrit dans le préambule de la Constitution, une république démocratique et sociale. Et c'est pour cela que le mot d'ordre de mon combat, c'est une république solidaire. Nous ne pouvons pas tourner le dos à ce pacte français. La République, on le voit sur 1000 sujets du quotidien. Le débat sur la laïcité. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, dans le contexte français d'aujourd'hui, aller se quereller sur une loi sur la burqa? Est-ce que nous n'avons pas, dans nos outils législatifs, réglementaires, les moyens d'apporter de justes réponses mesurées, sans rechercher de bouc émissaire, sans diviser les Français, sans montrer du doigt telle ou telle communauté? La République, c'est aussi la liberté. Inscrivons cette liberté dans notre vie quotidienne. 800 000 gardes à vue, est-ce que c'est digne d'un pays démocratique? Combien de ces gardes à vue sont justifiés quand on sait que l'Allemagne ne recourt à la garde à vue que dans 10 fois moins de cas que nous? Là encore, liberté, égalité. Est-ce que, sérieusement, nous pouvons maintenir cette idée qu'il y a en France, une France qui serait issue de l'immigration et qui pourrait être stigmatisée culturellement, ethniquement, religieusement? Est-ce qu'on peut ignorer que derrière cette réalité-là, il y a la question sociale de ceux à qui on donne moins de chances pour réussir dans la vie, de ceux pour lesquels on fait moins? Cette question sociale, cette question populaire, puisque c'est dans ces milieux que l'on recrute ceux qui font face au plus grand nombre de difficultés, nous ne pouvons pas les ignorer et continuer à parler en termes abstraits, clivants, politisés. Il y a des réalités qu'il faut assumer en face. La République, mais aussi la nation. Le débat sur l'identité nationale a montré qu'on pouvait jouer avec tout. On ne joue pas avec la nation. La nation, c'est notre bien commun. La nation, ce n'est pas par ici les uns et par ici les autres. Toute notre histoire, toute notre expérience, c'est justement de faire une place à chacun, de tendre la main à chacun. Et nous sommes fiers, nous nous enorgueillissons d'être capables de relever ce défi. La nation, elle aurait sans doute préféré qu'on lance un grand débat sur le service civique. Elle aurait préféré qu'on se pose la question, comment pourrait-on appliquer au quotidien les valeurs qui sont les nôtres et qui sont inscrites au fronton des palais nationaux? La nation doit être traduite dans le langage du quotidien, dans la vérité du quotidien, dans le réel, et pas dans des discours politiciens qui divisent. L'État. Comment réformer la France? Comment donner une traduction concrète et efficace à une politique de réforme quand on pointe du doigt
ceux qui ont choisi de la servir. J'adore l'arithmétique. Un fonctionnaire sur deux, c'est formidable, mais ce n'est pas efficace. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Séguin, et c'est la Cour des comptes. Alors, en politique, c'est peut-être moins payant de faire dans la nuance, mais il faut être capable de faire des analyses nuancées. Oui, nous devons être soucieux de la meilleure organisation de la fonction publique. Mais en même temps, nous devons être responsables. Est-ce que les Français veulent moins d'infirmières? Est-ce que les Français veulent moins d'enseignants? Est-ce que les Français veulent moins de policiers? Quand on écoute les discours officiels, on voit bien que sur tous ces sujets, il y a la volonté d'apporter des réponses. Alors, soyons cohérents. Il faut faire des efforts, mais il faut faire des choix. Et je l'avais dit en son temps, la politique du rabot n'est jamais, en ce qui concerne l'État, une bonne politique. Vous le voyez, je n'ai pas de solution miracle, mais je crois en la France, la République, celle que nous ont léguée nos parents, la nation, celle qui nous a fait ce que nous sommes, l'État qui a précédé en France la nation. Eh bien, je souhaite pouvoir les transmettre tels qu'en eux-mêmes à mes enfants, et je crains que si nous continuons dans la voie qui a été choisie, cela ne puisse pas être le cas. Pour pouvoir le faire, nous avons besoin de revenir à un équilibre institutionnel et à un pluralisme des pouvoirs. Le retour à un équilibre institutionnel, c'est quoi? C'est tout simplement que le président fasse son travail, que le Premier ministre et le gouvernement fassent le leur et qu'enfin le Parlement, qui a pour tâche de voter la loi, puisse mettre un peu d'ordre dans ce qui est aujourd'hui devenu un domaine totalement anarchique. Voter la loi et contrôler l'exécutif. Là encore, ce n'est pas très compliqué, encore faut-il le vouloir. Il y a une deuxième exigence. La première, c'est qu'il faut que tous les pouvoirs puissent assumer leurs responsabilités. Ça veut dire l'indépendance de la justice. Une réforme de la procédure pénale a été engagée. Ayons le courage de traiter les vrais problèmes. Il faut rompre les liens entre le parquet et le pouvoir politique, pour deux raisons. Une raison de principe. Nous sommes tous attachés à l'idée d'une justice indépendante. Et une question de démocratie. Nous sommes tous en Europe et nous sommes à la traîne de l'Europe puisque nous ne respectons pas les critères démocratiques européens. Il faut savoir de temps en temps faire son examen de conscience. Et l'Europe nous demande de rompre ce lien avec le parquet pour que ceux qui sont membres du parquet puissent devenir véritablement des magistrats, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Toujours dans le sens de la réforme de la justice, puisque nous y sommes, ne nous arrêtons pas en chemin, défendre l'idée d'un accès pour tous à la justice, croyez-moi, c'est un vrai sujet. J'étais, il y a quelques jours, dans la banlieue parisienne, à la rencontre d'une association de femmes victimes du harcèlement moral. L'une d'entre elles m'a expliqué que depuis 10 ans, elle vivait le cauchemar de procédures initiées par son mari, qu'elle souhaitait tous les jours tout arrêter et qu'elle ne pouvait pas, et que par ailleurs, tout cela lui coûtait la bagatelle de 50 000 €. Voilà de vrais sujets, de vrais problèmes à traiter par la chancellerie. C'est cela le devoir démocratique de cette institution. Alors il y a une deuxième exigence, et vous m'excuserez, elle vous concerne directement.
c'est la liberté des médias. C'est un sujet qui a déjà fleuri et que j'ai souvent abordé, mais je pense qu'il faut la garantir. Il faut la garantir dans un monde où les pressions, d'où qu'elles viennent, politiques ou de l'argent, flétrissent la capacité des médias et des journalistes, ou compliquent cette capacité à faire son travail au quotidien. Cette indépendance et cette liberté des médias, elle est devenue aujourd'hui d'autant plus une tarte à la crème qu'on est dans la situation où la chaîne publique, France Télévisions, voit nommer son président par le président de la République, ce qui, très honnêtement, se passe de dessein, mais ce qui est un véritable scandale, et pour l'exécutif, et pour France Télévisions. Je crois que quand on a choisi d'exercer un métier qui implique en son cœur l'indépendance et la liberté, on ne peut qu'être choqué d'une telle situation. Nous voyons donc une première exigence, revenir aux sources de notre tradition républicaine, une tradition démocratique, sociale, qu'il nous faut défendre. Il y a une deuxième exigence, c'est de construire la société française autour d'exigences fortes. Et il y en a deux qui me paraissent par trop négligées. Dans la crise, mais d'une manière générale, on ne peut pas tourner le dos à la justice sociale. Et la justice sociale, ce n'est pas uniquement un propos d'estrade. C'est une exigence très concrète d'application, de procédure. Pour moi, la justice sociale, c'est d'abord la justice fiscale. Je vois bien l'intérêt politique d'une prise de position très clivante sur ce sujet du pouvoir en place. Nous n'augmenterons pas les impôts, c'est sympathique, mais nous ne nous en sortirons pas. La question, ce n'est pas nous n'augmenterons pas les impôts, c'est comment augmenter les impôts de façon juste. Comment répartir l'effort de façon juste. Ne pas prendre cette décision, c'est prendre le risque d'une rupture du pacte républicain. Le message des électeurs, qui est à la fois, si l'on prend le cœur de ce message, un message d'indifférence et un message de colère, montre bien que nous ne pouvons pas jouer avec la justice sociale. Et c'est pour cela que j'ai proposé, depuis plusieurs années, de longs mois, que la justice sociale soit l'acte fondateur de ce quinquennat. Je n'ai pas obtenu gain de cause 3 ans plus tard, mais je le redis. Il faut suspendre le bouclier fiscal. Il faut, par ailleurs, augmenter la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu à 45%. Et il faut créer une surcote pour l'impôt sur les sociétés de 10 à 15%. Tout cela, le temps de permettre aux Français de traverser une crise qui les éprouve les uns et les autres. Justice fiscale, mais aussi justice salariale. On a beaucoup joué avec l'attente des Français dans ce domaine. On a beaucoup détourné l'attention sur des questions importantes, certes, mais qui ne sont pas l'essentiel. Nous ne sommes pas, beaucoup d'entre nous, concernés par le problème des bonus. On est soucieux de justice, donc on s'y intéresse. Mais les bonus des traders, ce n'est pas la vie quotidienne des Français. Par contre, la justice salariale, ça nous concerne tous. Et je propose que l'on crée une charte des salaires en France pour réduire l'écart entre les revenus. Alors, c'est difficile, ça peut paraître abstrait, mais si l'on prend les 10% des Français
qui gagnent le plus et les 10% des Français qui gagnent le moins, on se rend compte aujourd'hui que l'écart est considérable. Dans les années 70-80, cet écart était de 1 à 20. Aujourd'hui, l'écart, il est de 1 à 230. Est-ce qu'on est une démocratie? Est-ce qu'on est une république quand l'écart est si violent? On peut discuter sur les chiffres, il n'en reste pas moins. L'écart est aujourd'hui insupportable. Donc, réduire cet écart en faisant en sorte que le retour à une moyenne raisonnable permette d'augmenter et d'améliorer la situation de ceux qui souffrent le plus. Justice sociale, mais aussi participation. Et comme gaulliste, vous ne vous étonnerez pas que je sois soucieux de défendre cette idée qu'il faut constamment réactiver, renouveler, faire revivre, mais qui est essentielle. Et dans toutes les politiques qui ont été mises en place, j'ai pu observer moi-même à quel point nous butions sur la capacité à associer plus largement ceux-là même que nous souhaitions aider, servir. Je prends l'exemple des banlieues. Il y a dans la politique actuelle des angles morts, des zones d'ombre, des sujets ô combien douloureux qui sont, pour ainsi dire, passés à la trappe. Est-ce par désespérance, par incapacité de nous renouveler l'approche? La participation doit nous permettre de traiter cette question de façon nouvelle. Tous les plans banlieues ont accordé la priorité à des plans établis en haut et déversant des dizaines et des dizaines de millions pour constater quelques années plus tard que les résultats espérés n'avaient pas été obtenus. Il faut désormais mettre en place des stratégies avec les populations mêmes, avec ceux-là mêmes que nous souhaitons servir, en nous appuyant sur ceux qui sont capables de relayer, d'organiser cette aide, c'est-à-dire les élus et les associations. Donner les moyens aux élus et aux associations de revitaliser la politique dans les banlieues, à partir de projets concrets, c'est la seule réponse possible face aux difficultés que nous connaissons. La participation, on voit bien qu'elle pourrait être la réponse aussi, bien davantage, à l'école, dans la politique de sécurité. À l'école, comment faire une politique au service des enfants sans associer davantage les familles, les parents? Comment faire une politique qui puisse véritablement donner les moyens et récompenser ceux qui choisissent de prendre des risques en servant, par exemple, dans les quartiers? Il serait important de pouvoir réfléchir à un corps d'enseignants qui bénéficierait d'une très forte rémunération supérieure dès lors qu'ils accepteraient, étant expérimentés, de servir durablement dans les quartiers. Donc, il nous faut un changement de politique. Mais un changement de politique, cela suppose aussi que nous ayons une vision partagée de l'avenir. Or, dans notre débat démocratique, nous le voyons bien, nous manquons de lisibilité, de sens, de signification en ce qui concerne notre combat pour l'avenir. Il s'agit de savoir quelle France, quel modèle nous voulons défendre. Or, aujourd'hui, il faut réaffirmer l'exigence qui est la nôtre. Une France de liberté, une France d'ouverture, tout cela doit être fortement défendu, mais une France aussi qui assume sa différence et son originalité. Oui, nous voulons une France originale. Nous voulons pouvoir à la fois défendre un pouvoir d'achat et une qualité de vie. Utile de dire que dans le monde d'aujourd'hui, dans la mondialisation d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont menacées. Et si nous ne nous donnons pas les moyens nécessaires pour défendre cela, eh bien, nous verrons les droits, les acquis régresser insidieusement, sans le dire, tout simplement parce que nous n'aurons pas choisi de nous donner les moyens pour défendre ce modèle-là. Il y a, dans ce contexte, pour moi, 3 priorités et cette politique de réforme éparpillée ayant montré ses limites, ayant montré qu'elle était non seulement parfois incapable d'apporter des résultats, mais qu'elle jouait à contresens, quel est le sens du travail du dimanche dans le contexte de crise actuelle, quel est le sens de l'exonération
des heures supplémentaires dans le contexte actuel, c'est une politique à contretemps, et il faut avoir le courage, quand on fait une politique à contretemps, de revenir dessus. Il faut donc, à mon sens, bien établir les 3 priorités des 2 années à venir. La première priorité, c'est l'emploi, mais pour mettre en œuvre une politique de l'emploi, il faut être capable d'apporter des garanties aux Français pour qu'ils acceptent de s'engager. J'ai moi-même, de ce point de vue, un mea culpa à faire. Car c'est vrai que j'ai longtemps pensé que l'exigence d'adaptation, de réalisme, de lucidité impliquait qu'on cherche par tous les moyens les souplesses nécessaires permettant de créer de l'emploi. Et c'est vrai, on l'a vu avec la suppression du CNE, nous nous sommes privés d'un outil essentiel de la politique de l'emploi qui est d'assouplir les conditions d'entrée et de sortie du marché du travail. Entre l'exonération de charges et cette politique contractuelle, ce sont les 2 éléments qui permettent de bâtir une politique de l'emploi. Aujourd'hui, si nous voulons que les Français acceptent de prendre des risques, nous avons besoin de garantir des droits sociaux, une protection sociale et de garantir une sécurité professionnelle. Et cela doit être fait méthodiquement avec les partenaires sociaux, de façon à ce que chacun ait le sentiment de pouvoir avancer et de faire face aux risques de la vie. La mobilisation d'une vraie politique de formation, j'ai lancé les contrats de transition professionnelle, autant d'éléments qui permettent de mettre de l'huile et d'offrir une perspective à chacun, mais il faut sans doute aujourd'hui aller beaucoup plus loin dans ce sens. L'emploi, mais aussi l'innovation. Le modèle économique qu'il nous faut bâtir, ce n'est pas tous azimuts de colmater les brèches. J'arrive de Chine, le combat est trop fort, trop dur. Il faut concentrer nos moyens sur des secteurs d'avenir, sur des secteurs où nous serons capables de créer des emplois, capables de tenir l'excellence. Et ça implique de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça implique là encore de faire des choix et de dessiner un modèle économique à partir d'une politique de formation, d'éducation. Nous avons des outils, encore faut-il que ces outils soient connectés et travaillent ensemble, entre les pôles de compétitivité que j'ai mis en œuvre, entre l'Agence de l'innovation industrielle qui a été supprimée, le fonds d'investissement stratégique qui est une bonne chose, le crédit impôt recherche qui est une bonne chose. Il faut que tout ça soit mis ensemble pour faire une véritable et grande politique d'innovation. Je pense que nous devons trouver à l'échelle de la France et de l'Europe les moyens d'accorder un avantage fiscal très substantiel aux entreprises qui accepteront de mettre leur centre de recherche en France et en Europe. C'est aussi une condition pour maintenir notre compétitivité. Le 3e axe, c'est la réduction des déficits. Nous le savons, si l'État se prive des marges de manœuvre, l'État se prive de toute capacité d'orienter la politique, de toute capacité de servir les Français. Or, aujourd'hui, nous en sommes dans une situation, 150 milliards de déficit, où ces marges de manœuvre n'existent plus. Il est donc essentiel, avec courage, de nous engager dans cette politique de réduction des déficits et de sortir de cette distribution de milliards qui a marqué les 3 dernières années. Nous devons être tout simplement responsables, rigoureux et faire face aux priorités. Vous le voyez bien, je n'entends pas aujourd'hui présenter un programme, mais des pistes. Et c'est parce que j'ai le sentiment qu'au lendemain des élections, ce n'est pas une nouvelle politique, ce n'est pas un changement de politique qui a été choisi alors qu'il s'impose, que j'ai décidé de créer un mouvement politique, un mouvement libre et indépendant, ouvert à tous, quelle que soit leur origine, leur sensibilité, leur engagement, au-dessus des clivages partisans, qui pourra rassembler toutes les bonnes volontés. Servir la République, servir la France, c'est pour moi la clé de l'engagement politique. Et avec tous ceux qui nous rejoindront, nous porterons
sur les fonds baptismaux ce mouvement politique le 19 juin à Paris, avec le souci d'apporter une contribution tout au long des prochains mois, de ces 2 prochaines années, et le souci de défendre le moment venu nos idées et notre projet. Merci. Je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions. Monsieur Thierry Guerrier. Ce combat que vous venez d'évoquer. Thierry Guerrier, France 5. Ce combat que vous venez d'évoquer et ce parti politique dont vous venez d'annoncer la création, jusqu'où vous mèneront-ils? C'est une bonne question. Mais par définition, oui, je vois où vous voulez en venir, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'heure d'en venir là où vous voulez en venir. Je crois que à chaque jour suffit sa peine. Il y a des décisions qui s'imposent. La nécessité d'un changement politique aujourd'hui est pour moi la priorité et j'entends me donner les moyens de défendre cette conviction et de défendre cet engagement. Pour le reste, vous savez mieux que moi à quel point la politique a ses règles, à quel point les prochaines échéances qui sont les nôtres ont des exigences, un homme, un peuple, le peuple français et des circonstances. Personne ne sait aujourd'hui dans quel contexte les choses se présenteront et je crois totalement inutile de vouloir, 2 années avant une aussi grande échéance que l'échéance présidentielle, présupposer ou se mettre en scène. Je ne suis pas là pour défendre une ambition personnelle, je suis là pour défendre une vision, un projet et une conviction pour la France. Vous êtes le porte-parole de qui? Très bien, merci à Canal+. En général, je pensais que la devise de Canal+ était une devise un peu plus ambitieuse. Vous savez, je n'ai pas dit que je serais candidat, puisque ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Néanmoins, l'élection n'est pas une affaire d'expérience, c'est une affaire de vision. C'est une affaire d'ambition, non pas pour soi, mais pour la France. Donc, avec toute l'inexpérience qui est la mienne, toute la bonne volonté qui est la mienne, je mettrai mon ardeur, mon engagement au service du combat quotidien qui est le mien, et pour le reste, nous verrons. Je suis adhérent de l'UMP et je forme le vœu que la formation d'origine qui est la mienne puisse, conformément aux vœux aujourd'hui de l'immense majorité des militants, de l'immense majorité des parlementaires, puisse accepter de regarder la réalité en face et d'apporter de justes réponses à nos compatriotes. Compte tenu de l'analyse implacable, Michel Urvois, Ouest France, de l'analyse implacable que vous venez de faire de la situation, comment appréciez-vous le fait qu'un de vos proches vienne d'entrer au gouvernement? Georges Tron, puisque vous parlez de lui, a fait un choix personnel. Ce choix personnel n'est pas le mien. Mais c'est un homme libre et je respecte sa décision. Et il va sans dire que je garde toute mon amitié pour Georges Tron. Monsieur De Villepin. Non, vous savez, l'isolement n'est pas une question de nombre. L'isolement, c'est un état d'esprit. Le combat qui est le mien fait que je ne me suis jamais senti seul. Et au lendemain des régionales, sans doute, le sentiment de solitude que je pourrais éprouver serait paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui partagent le sentiment qui est le mien, ou plutôt, je partage le sentiment de l'immense majorité des Français. Alors, monsieur, vous avez dit que les Français fallait dire la vérité aux Français. On sait que la situation dans les 2 prochaines années va être, sur le plan des déficits, extrêmement difficile. Est-ce que vous serez prêt, parce que c'est un peu ça qui a manqué en France dans les dernières années, de dire aux Français qu'il y aura aussi du sang et des larmes, même si c'est au prix d'une meilleure justice sociale et de plus d'équité? Mais est-ce que vous seriez capable d'affronter, parce que vous avez critiqué le rabot d'un fonctionnaire sur 2, vous n'êtes pas le seul, mais est-ce que vous serez prêt à dire qu'il y aura d'énormes sacrifices à faire, sans doute, dans les prochaines années? Guylaine Ottenheimer, c'est tout à fait le sens de ce que je dis aujourd'hui. Quand je dis qu'il faut dire la vérité, c'est que nous sommes confrontés
à une situation qui, si nous ne réagissons pas, inéluctablement verra le pouvoir d'achat des Français, la qualité de la vie des Français, le modèle social qui est le nôtre, non seulement mis en cause, mais balayé. Et c'est parce que nous devons réagir qu'il faut changer de politique. Et pour changer de politique efficacement, il faut que cette politique soit vertueuse. Et la vertu aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la justice sociale, que tous les Français aient le sentiment que les efforts seront justement répartis et que l'on leur donne des garanties qui leur permettront d'aller de l'avant. Et c'est cet esprit d'une République solidaire qui seul nous permettra d'avancer. Monsieur de Villepin, tout à l'heure, vous avez parlé de messages de sanctions des régionales. Est-ce que vous-même, vous avez sanctionné Nicolas Sarkozy en votant contre l'UMP aux élections? Est-ce que vous considérez aussi que Georges Autran et François Baroin ont sanctionné votre stratégie en rentrant au gouvernement? Et puis tout à l'heure, vous parliez de la présidentielle. Est-ce que votre ambition, c'est d'être candidat ou est-ce seulement de faire battre Nicolas Sarkozy en 2012? Je ne me serais pas exprimé aussi longuement et je vous l'aurais dit très clairement si tel avait été le cas. Non, ce n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est les Français et ce que je constate, c'est que l'attente, la patience qui est la leur n'est pas entendue. Il n'y aurait aucune justification à m'engager plus avant dans le débat politique si les bonnes réponses avaient été apportées. Et je serais très heureux que de bonnes réponses puissent, dans les 2 prochaines années, contribuer à changer la conviction qui est la mienne aujourd'hui. Une fois de plus, l'idée que parce que X ou Y rentre au gouvernement, et des amis aussi chers que le sont François Baroin, de très longue date, ou Georges Autran, ne change rien à la donne qui est la mienne, ne change rien au parcours qui aurait été le mien. C'est un choix personnel, le sentiment, après tout légitime, et l'espoir qu'il puisse changer la donne. Nous verrons bien sur la politique des déficits publics, nous verrons bien sur la réforme de la fonction publique, quelle est la capacité aujourd'hui de dégager des marges de manœuvre. Je dois dire que j'observe la politique maintenant depuis 3 ans. Je dis des choses depuis 3 ans qui, malheureusement, s'avèrent confirmées, semaine après semaine, mois après mois. Je rêve d'être démenti, mais je n'en vois pas les prémices. Monsieur le Premier ministre, Elisabeth Chablais, Paris Match, vous avez dit que la réduction des déficits était une priorité, et beaucoup de gens le disent. Et en même temps, vous avez dit que vous aimiez l'arithmétique. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la masse des fonctionnaires, des salaires qui représentent plus de la moitié, même beaucoup plus, des dépenses publiques. Est-ce que vous pourriez nous donner 1 ou 2 pistes pour réduire les déficits si vous gardez tous les fonctionnaires? Vous savez, c'est un prisme très commun de vouloir considérer que les dépenses de l'État sont des dépenses inutiles. Je peux vous dire que la qualité de la vie française, pour quelqu'un comme moi qui voyage, et la justification de la France parmi les premiers bénéficiaires d'investissements directs dans le monde, c'est parce que les infrastructures qui sont les nôtres et le niveau de vie qui sont les nôtres justifient que d'aucuns souhaitent venir travailler en France. Mesurons ce que l'État français apporte comme contribution, difficile à mesurer, c'est vrai, au bien public. Nos services publics, qu'ils soient en milieu rural, trop faibles ou ailleurs, tout cela contribue à l'efficacité de notre politique économique. Les marges de manœuvre ne sont pas là. Je peux vous dire, pour appartenir à un ministère comme le Quai d'Orsay, c'est un ministère aujourd'hui budgétairement exsangue, qui handicape le travail des fonctionnaires. Aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen de faire comme je le souhaiterais, la mission qui est la leur. Donc, le gras, ce n'est pas là qu'il est, et vous le savez parfaitement. Revenir sur le paquet fiscal, est-ce qu'il fallait adresser, au lendemain d'une élection, est-ce qu'il fallait adresser comme message de supprimer l'impôt sur les successions, pour l'essentiel des ménages français? Est-ce qu'il est utile de dépenser 4 milliards pour l'exonération des heures supplémentaires? Est-ce que cela contribue à créer de l'emploi en France? Enfin, allons chercher les milliards où ils sont. Et je crains que l'État français aujourd'hui n'ait été gratté jusqu'à l'os. S'il y a des économies à faire, je ne suis pas sûr que c'est là qu'on en trouvera le plus. Monsieur de Villepin, je voudrais savoir comment vous allez structurer votre mouvement et vous poser une question plus personnelle. Est-ce que vous regrettez de ne pas être parlementaire? Et si l'occasion s'en présente, est-ce que vous briguerez un mandat de député? Alors pour ce qui est des regrets, on ne vit pas de regrets. La vie est comme ça, les choses sont comme ça, les combats qui sont à mener sont devant nous
et je ne vis pas en faisant des scénarios. Donc ce n'est pas une question que je me pose. Et je crois qu'on peut, en France, faire de la politique à tous les niveaux, avec la force de ses convictions. La deuxième question, qui est plutôt la première, la structure du mouvement. Nous avons créé, avec Brigitte Girardin, avec l'ensemble des parlementaires, des clubs qui se développent dans l'ensemble du pays. Eh bien, nous allons procéder à la création d'un mouvement politique qui aura la même dynamique et le même souci de s'appuyer sur des réseaux. Nous avons été l'un des premiers, l'une des premières entités, premières associations à créer un réseau très vaste sur le plan social, villepin.com, et nous voyons bien à quel point il y a là matière à agiter des idées, à bousculer un certain nombre d'idées reçues, et je pense que c'est cela qu'il faut vivre. Donc, quand on n'a pas d'argent, quand on part d'une petite taille, eh bien, il faut suppléer tout cela avec de la bonne volonté, avec des idées et avec de la passion, et tout cela, nous l'avons. Charles Abédière, Revue de Défense. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez eu peu l'occasion de parler de politique étrangère? Quel bilan vous faites aujourd'hui du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN? Merci. Je ne peux pas parler de politique étrangère sans dire un mot du sentiment qui est le mien, d'une politique qui s'est beaucoup retirée des grandes affaires du monde. Je me suis toujours battu pour une France indépendante et en initiative. Et aujourd'hui, quand je regarde les crises, vous évoquez le commandement intégré de l'OTAN, c'était censé accroître la voix et la capacité de la France à peser sur les crises, dans le sens d'un règlement. Quelle est la voix de la France? Quelle est la stratégie de la France en Afghanistan? Je vous avoue que je ne le sais pas. Je sais, par contre, que c'est un véritable enjeu pour notre pays que d'engager un retrait de nos troupes là-bas, tout simplement pour commencer à avoir une politique. Si l'on veut avoir une politique, eh bien, il faut faire de la politique et laisser aux Afghans, avec les pays de la région, le soin de décider de mener une politique courageuse. Et cette logique de désengagement, c'est la seule façon de faire prendre conscience aux gens de l'Afghanistan que nous ne sommes pas là pour occuper leur pays. Donc, je crains que la France ne soit aujourd'hui moins présente et moins indépendante, et qu'en tout cas, elle ne soit pas en situation de répondre aux attentes des peuples du monde. Je voyage beaucoup, j'écoute les uns et les autres, et je ne vous cache pas qu'il y a une très forte nostalgie d'autres temps, d'autres époques, où la voix de la France était une voix au-dessus d'elle-même. Une voix d'intérêt général, une voix de vision mondiale. Cette parole de la France-là, malheureusement, fait défaut. Alors ça, cher ami, je n'ai pas vocation à commenter mes votes, mais je suis fidèle, je vous l'ai dit, à ma famille politique et j'ai l'occasion déjà eu de m'exprimer sur ce point. Eh bien, écoutez, nous l'annoncerons. Je ne vais pas choisir tout seul un nom dans ma chambre. Donc, nous l'annoncerons le 19 juin, et avec tous ceux qui seront présents et participants à ce mouvement. Monsieur de Villepin, j'aimerais quand même non, j'ai indiqué qu'il serait libre et indépendant. Monsieur de Villepin, je voudrais vous poser deux questions très simples, à savoir que dans notre pays, nous parlons de démocratie et nous continuons à soutenir des dictatures en Afrique, donc la démocratie, c'est bien pour nous. Les réseaux France-Afrique, ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Allez-vous demain, si vous êtes aux affaires, mettre un terme à cette France-Afrique qui, depuis 50 ans, est à l'origine de la misère et à l'origine de la déchéance de l'Afrique, qui est un continent très riche. Alors c'est une question, allez-vous mettre fin à ces réseaux France-Afrique? Je ne me contenterai pas de quelques mots pour répondre à votre question qui est importante, mais je vous rappellerai l'engagement qui a été le mien sur tout le front des crises en Afrique et sur la volonté de bâtir une nouvelle politique de partenariat, d'égalité, de respect vis-à-vis de l'Afrique. C'était vrai à Madagascar, c'était vrai au Tchad, c'était vrai en Côte d'Ivoire, sur l'ensemble des grands théâtres africains. Je reste convaincu que tout cela est à faire et j'ai encore en mémoire les bonnes paroles
du début du quinquennat. J'attends la traduction concrète de cette vision et de cette politique. Monsieur de Villepin, est-ce que vous comptez sur l'aide de Monsieur Chirac? Il est stratégiquement important pour vous? Alors, d'une manière générale, en politique, j'ai toujours pensé qu'il fallait prendre ses responsabilités. Et je ne souhaite embarrasser personne, solliciter le concours d'aucune haute figure. Je vous donnerai un exemple d'une très grande figure de notre vie politique, dont je n'ai jamais sollicité les mannes à des fins personnelles, le général de Gaulle. Je ne participe pas au combat qui serait celui de chercher à s'arroger une légitimité historique, à parler au nom du général de Gaulle. Non. Ce que je crois, c'est que c'est un combat pour aujourd'hui. Il y a des grandes figures dans notre pays qui nous inspirent. Et le général de Gaulle nous a apporté le sens de l'effort, l'ardeur, une vision pour la France. J'ai appris beaucoup auprès de Jacques Chirac. Et j'ai appris en particulier à écouter les Français et à respecter la respiration de la France. D'aucuns ont voulu considérer que le très grand respect qu'il avait pour l'équilibre français était un gage d'immobilisme. Je crois que c'est une vision très simpliste et très caricaturale de la vision et de l'action de Jacques Chirac. Donc, une fois de plus, je ne revendique aucune forme de paternité pour moi-même en politique, mais j'assume tous ces héritages qui m'ont appris et qui m'ont fait ce que je suis. Monsieur de Villepin, il y a l'affaire... Et ils sont ceux que j'ai toujours exprimés, de la sérénité indispensable pour mener une action. Monsieur de Villepin, on ne peut évidemment pas ne pas parler de l'appel de l'affaire Clearstream. Isabelle Marie, TF1, je suis là. N'est-ce pas comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de vous et au-dessus de cette ambition que vous manifestez aujourd'hui tout à fait publiquement? Bah, écoutez, ça fait combien, 3, 4 ans qu'on me parle d'épée de Damoclès? Disons que j'ai fini par l'oublier, et que les Français aussi. Le combat qui a été le mien a été un combat pour la justice et pour la vérité. Cette vérité, ce n'est pas moi qui le dis, et c'est pour cela que je peux vous le dire à cette tribune. Cette vérité, elle est inscrite dans le marbre d'une décision de justice. Vérité en droit, vérité en fait. Alors, personne ne peut empêcher d'aucuns à défendre ou à s'appuyer sur la rumeur, des arrière-pensées ou des mauvaises intentions. Ce n'est pas mon problème. Monsieur Villepin. Je dois vous avouer que ça me concerne assez peu. Je respecte bien évidemment une gauche qui souhaite s'organiser et choisir le meilleur d'entre eux. En ce qui me concerne, et comme gaulliste, je crois au rassemblement et je crois à la conviction. Donc je ne suis pas quelqu'un qui imagine que la politique se fait sur un coin de table et tirée à la courte paille. Ce n'est pas ma vision de la politique. Monsieur de Villepin, historiquement, les initiatives de mouvements qui ont autorisé la double appartenance, notamment celle lancée par le général de Gaulle, n'ont jamais très bien fonctionné parce que les partis s'y sont opposés. Qu'est-ce qui vous fait penser que celle-ci, enfin votre initiative peut fonctionner et ne va pas être sabotée à son tour? D'abord, nous sommes dans un temps très différent. Et nous sommes surtout les uns et les autres éprouvés, très éprouvés. Quand, et je le recite, Jean-Paul Delevoye dit « les Français sont fatigués », il dit quelque chose que nous pouvons ressentir les uns et les autres. Fatigués des divisions, fatigués des combines, fatigués des chicayas. Et c'est pour cela que le mouvement que je crée est un mouvement de rassemblement, qui veut se situer au-delà des clivages partisans. Il ne s'agit pas d'aller compliquer les choses, qu'ils le sont déjà suffisamment. Il s'agit de proposer un certain nombre de réponses, un certain nombre de solutions, et il s'agit surtout de défendre une inspiration républicaine, sociale, solidaire, qui est au cœur de notre héritage national. Je souffre beaucoup de voir à quel point tout peut devenir aujourd'hui, parce qu'il y a, semble-t-il, des arrière-pensées derrière chaque chose. Tout devient division, tout devient polémique, tout devient clivage. Comme si la politique était une sorte d'accordéon et on appuie sur des touches. Alors on appuie sur burqa et hop, on voit les sondages monter dans un sens. On appuie sur sécurité et hop, on voit les sondages monter.
Et on pense qu'on va resserrer son camp, qu'on va gagner comme cela. Mais aucun parti politique ne peut gagner si la France perd. Aucun parti politique ne peut gagner quoi que ce soit à la division des Français. Et à un moment donné, il faut dire très fortement, et c'est ce que je dis aujourd'hui, la France, ce n'est pas ça, la République, ce n'est pas ça, assez des jeux, assez des combinaisons, assez des calculs. Et vous n'avez pas l'impression de semer la discorde? Quelle discorde, pardon? C'était un joli titre du général de Gaulle, mais vous savez, la discorde, elle est là. Elle est là. J'ai regardé le résultat des régionales, j'ai regardé notre vie politique depuis de longs mois. La discorde, elle est là. Et c'est contre la discorde que je me bats. Monsieur de Villepin, vous vous placez où sur l'échiquier politique français? À droite, centre-droit, centre-gauche, à gauche ou ailleurs, comme François Bayrou à une époque? Je suis gaulliste, républicain, d'une république sociale. Ça constitue en quelque sorte mon identifiant politique. Et je crois que dans les circonstances, parce qu'on ne peut pas faire de la politique en dehors des circonstances, et sans doute il y a 2 ou 3 ans, ce choix que je fais aujourd'hui serait apparu très vaniteux et explique sans doute certaines des disconvenues pour ceux qui ont choisi ce créneau. Le choix de vouloir se situer en dehors des grandes formations politiques. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de bon sens. Regardons l'échiquier politique français. 50% des Français s'abstiennent. Et les grands partis, les 2 grands partis, font la moitié de ce qui reste. Croyez-moi, pour un démocrate, pour un républicain, ça laisse beaucoup d'espérance. Et dans ce contexte, le fait de se poser comme premier mot d'ordre, celui de vouloir rassembler et revenir aux sources de la République, d'une République solidaire, c'est, je crois, un projet qui a du souffle. Pas tout de suite, on fera tout à l'heure. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Voilà, c'est donc le 19 juin prochain à Paris qu'auront lieu sur les fonds baptismaux, comme l'a dit